Bon, ça devrait aller. C'est chargé, c'est ici. Oui, Voilà. oui, c'est la batterie est chargée. On m'entend pas par contre, hein. Ah, mais il est en mute. Et là, on vous entend? Je sais pas. Vous m'entendez? Ouais, ça doit marcher. Non, je suis pas sûr, non. Rien du tout. Un petit peu juste. Si, ça marche. Ça, c'est Ça Madame qui marche. vient de finir par se taire. Je sais pas si on peut monter le volume ou pas. Comment? Est-ce qu'on peut monter le volume? Je sais pas. J'avoue Je suis pas sûr, hein. Bon, on va voir. Ça a l'air si quand même, j'ai l'impression. non, c'est ça. Ouais. Je vais voir, ouais, je vais essayer. Ça a marché tout à l'heure, ça ou pas? Pour changer les Ouais. échos, non, il a Ah, fallu ça faire marche pas. sur le. Ok, Ouais. ok. Je sais pas s'il en reste beaucoup ou pas en haut. Est-ce que vous m'entendez bien? Même ceux du fond? Ok. Bon, je pense que tout le monde est arrivé, donc on va pouvoir commencer. Je suis le docteur Véder, je suis psychiatre à l'hôpital Marchand et je travaille en psychiatrie en milieu pénitentiaire, donc en prison, et plus spécialement à l'UHSA, qui est le service d'hospitalisation pour les détenus. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ou pas, si vous êtes passé en stage, ok. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le cours du cours sur les troubles de la personnalité. C'était le docteur Moncani qui devait venir, mais c'est moi qui la remplace cette année, comme l'année dernière. Alors en général, c'est un cours
qui plaît pas mal aux étudiants, parce que je pense que ça va vous parler, et que vous allez retrouver des choses que vous avez vues un peu en stage si vous êtes passé en psychiatrie. C'est mieux si c'est un peu interactif, donc je pense que je vais vous poser des questions et on discutera. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser, même en temps réel, au fur et à mesure de la présentation. Ok ? Est-ce que ça vous parle un peu, trouble de personnalité ou pas? Est-ce que vous en avez rencontré en stage de psychiatrie? Est-ce que... Ouais. Est-ce que quelqu'un a une idée de la définition d'un trouble de personnalité? Est-ce que quelqu'un se sent de répondre? C'est pas une question facile, hein, donc il n'y a pas de mauvaise réponse ni de bonne réponse, mais c'est pas évident comme question. C'est un peu dur pour une première question pour commencer. Bon, alors l'objectif de la session, là, c'est de vous présenter un peu de manière générale les principaux troubles de la personnalité, avec des définitions pour chaque trouble, que vous puissiez repartir en connaissant une idée un peu générale des caractéristiques principales, et puis d'avoir quelques notions sur la façon de les prendre en charge, mais comme il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là, je ne m'éterniserai pas. Par contre, on prendra un temps, et je pense presque la moitié des 2 heures, là, à parler du trouble de la personnalité borderline, parce que c'est un trouble de personnalité que vous allez beaucoup rencontrer dans votre pratique d'infirmier ou de futur infirmier, et en psychiatrie, mais aussi en soins somatiques, et que ce n'est pas des personnalités qui sont évidentes à prendre en charge. Donc on prendra le temps d'en parler un peu plus longuement que les autres. Voilà, donc la clinique, le traitement et quelques mots sur les troubles de la personnalité borderline. Alors ça, c'est la définition, c'est une des définitions de qu'est-ce que c'est un trouble de la personnalité. Alors je ne sais pas si ça vous parle un peu. Le premier paragraphe, il ne parle pas beaucoup en général. Résultat chez un sujet donné de l'intégration dynamique de composantes cognitives, pulsionnelles et émotionnelles. L'agencement de ces différents facteurs constitue les traits de la personnalité, à savoir les modalités relationnelles de la personne, sa façon de percevoir le monde, de se penser dans l'environnement. En fait, ce qui est important, c'est la fin du deuxième paragraphe. Je trouve que c'est ce qui est le plus explicatif de qu'est-ce que c'est une personnalité. D'accord ? En gros, c'est la façon que l'on a tous de se percevoir soi, de percevoir le monde qui nous entoure et de percevoir les autres aussi. D'accord ? Et c'est la façon qu'on va avoir de comprendre, de se comprendre soi, de comprendre les autres, de comprendre son environnement et d'interagir avec. D'accord ? La personnalité, elle est l'association de plusieurs traits, qu'on appelle les traits de personnalité. Vous avez tous une personnalité qui est un peu différente les uns des autres, et la personnalité de chacun est marquée par des traits qui s'expriment plus ou moins. Il y en a certains qui vont être un peu inhibés, d'autres qui vont être un peu impulsifs, certains qui vont être un peu... qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Est-ce que vous avez l'idée d'autres traits de personnalité, par exemple ? Pardon ? La timidité, ouais. Quoi d'autre ? La sensibilité, ouais. D'autres choses ? C'est pas évident, hein ? Alors, c'est un terme qui vient de persona en latin, qui veut dire, qui est la traduction du masque, et ça fait référence en fait au masque que portaient les comédiens, les acteurs dans la Grèce antique pendant la pièce de théâtre en fait, puisque chaque acteur portait un masque un peu particulier, et le masque définissait un personnage particulier avec une personnalité particulière en fait, avec des comportements particuliers. C'était très très codifié. Et c'est de ce masque-là du théâtre qu'on a tiré en fait le nom de personnalité. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un processus dynamique. Ça veut dire que c'est pas quelque chose de rigide, ça veut dire que c'est quelque chose qui est souple, qui est évolutif, qui est adaptatif, et heureusement, parce que vous avez besoin de vous adapter à votre environnement, et que si vous aviez une personnalité un peu figée, ce serait compliqué, d'accord ? Donc c'est un processus qui est mouvant, d'accord ? C'est un ensemble d'opérations évolutif et adaptatif. Mais c'est stable dans le temps, d'accord ? Si je vous demande de me définir un peu votre personnalité, je pense que vous aurez peut-être des difficultés. Vous pourrez me donner quelques-uns de vos traits que vous pensez qui vous caractérisent le plus. Mais je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire que la personnalité,
on l'acquiert et puis on la garde après, d'accord? On change pas de personnalité au fil du temps, d'accord? La personnalité qu'on a à 20-25 ans, c'est à peu près la même qu'on aura à 50 ans. Alors évidemment, on mûrit, on s'assouplit ou on se rigidifie sur certains traits, mais dans l'ensemble, la personnalité, elle reste la même, d'accord? Et elle est unique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je pense que, je ne sais pas combien vous êtes là, un peu plus d'une centaine, je dirais à peu près. Je pense qu'il y a 100 personnalités différentes ici dans l'amphithéâtre, d'accord? Et en général, on considère qu'elles se forment pendant l'adolescence et l'âge du jeune adulte et qu'elles se figent à peu près autour de la vingtaine, d'accord? Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'entends que ça échange, donc ça veut dire qu'il y a des questions, je pense. N'hésitez pas hein, vraiment, parce qu'il faut que ce soit un peu interactif, sinon c'est pas drôle si je passe 2 heures à vous raconter mon laïus. Pas de questions? Alors, comment on explique la personnalité? Alors, c'est pas évident. Il y a plusieurs modèles qui essaient de définir d'où ça vient et comment ça se construit. Il y a, on pense, une composante génétique. Donc les gènes influencent un peu sur le développement de la personnalité et dictent un peu quels traits de personnalité vont s'exprimer plus que d'autres, mais pas que. D'accord ? Il y a quelques études qui ont été faites sur des vrais jumeaux, des jumeaux monozygotes qui étaient séparés dans l'enfance, adoptés ou etc. Et alors c'est pas des grosses études parce que je vous laisse imaginer que faire des études sur des jumeaux c'est déjà compliqué parce qu'il n'y a pas non plus énormément de jumeaux. Et alors faire des études sur des jumeaux qui ont été séparés dans l'enfance, ça laisse pas beaucoup de candidats. Mais ces études elles ont tendance à montrer que des vrais jumeaux qui ont été séparés dès la naissance en fait, et qui se sont jamais rencontrés jusqu'à l'âge adulte, vont avoir certains traits de personnalité en commun en fait. Donc ce qui montrerait que indépendamment de l'environnement, la génétique influence aussi un peu la façon dont va se développer la personnalité. Mais ça suffit pas, puisqu'il y a aussi un aspect quand même développemental et que notre personnalité, elle va aussi beaucoup se développer en fonction de ce qu'on va vivre, notamment dans l'enfance et dans l'adolescence, des rencontres qu'on va faire, des relations qu'on va tisser, et puis aussi des événements stressants de la vie qu'on va rencontrer, et notamment des traumatismes. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental, on en reparlera dans la personnalité borderline, parce que c'est au centre du développement de cette personnalité-là. Et puis il y a un modèle aussi neurobiologique, puisqu'il y a des scientifiques qui se sont un peu intéressés à qu'est-ce qui se passait dans le cerveau de manière générale. Et en fait, il y a quelques études qui montrent que si on devait définir où se situe le siège de la personnalité, ce serait surtout dans le lobe frontal et dans le système limbique. Alors je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez fait un peu de neurologie ou pas. Lobe frontal, système limbique, est-ce que vous savez à quoi ça sert? À quoi ces régions du cerveau servent? Ouais, entre autres, ouais. Ça fait d'autres choses, ça fait plein de choses, le lobe frontal. Le langage, ouais. Ouais, ouais. C'est le centre des fonctions qu'on appelle cognitives supérieures, d'accord? C'est la partie de votre cerveau qui s'est le plus développée depuis qu'on est plus primate, enfin qu'on est toujours des primates, mais depuis qu'on a évolué, d'accord? Et c'est le siège donc de la planification de tous les mouvements volontaires du corps, de la planification de presque tout en fait, et puis c'est le siège des fonctions cognitives supérieures, donc le langage, le raisonnement, la mémoire de travail, c'est ce qui fait qu'on peut s'adapter à l'environnement en fait qu'on rencontre. Donc ça paraît pas c'est pas étonnant du tout que la personnalité siège à cet endroit. Et le système limbique, est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que vous savez ce que c'est? La neuro est un peu loin. Le système limbique, c'est ce qu'on appelle le cerveau des émotions, en fait. D'accord ? C'est là qu'il y a l'hippocampe, notamment, et l'amygdale, et c'est le siège de la mémoire et de la gestion, on va dire, des affects, des émotions. D'accord ? Donc c'est pareil, la personnalité, c'est quand même beaucoup lié aux émotions, on en reparlera, et donc ça semble pas non plus étonnant qu'elle siège à cet endroit-là. Il y a quelques études aussi qui ont mis en avant le rôle en fait des monoamines, donc les principales sérotonine, dopamine et noradrénaline, dans le fonctionnement de la personnalité.
D'accord, mais de toute façon, c'est les monoamines qu'on retrouve impliqués dans presque tous les troubles, ou pas d'ailleurs, dans tout le fonctionnement neurologique en fait, et dans tous les troubles psychiatriques, hein. Dans la schizophrénie, dans la dépression, dans les troubles de l'humeur, etc. Alors, définir la personnalité, c'est pas facile, et définir le trouble de la personnalité, c'est pas facile non plus. Si je vous demande qu'est-ce que c'est une personnalité normale, comment vous la définiriez? Qu'est-ce que vous me diriez? Stable? Ouais. Quoi d'autre? Comment on définit qu'on a une personnalité normale? Ouais. Ouais, c'est presque la définition. Quoi d'autre? Comment vous définiriez? Qu'est-ce que vous diriez? Ouais. Pardon? Elle disait que c'est... répétez, je vous en prie. C'est ça. C'est ça. Vous avez entendu tous? Je répète. C'est la façon que l'on a d'interagir avec l'extérieur sans créer de problème. Je crois que c'est une définition un peu générale, mais qui colle avec la définition qu'on va voir. Est-ce qu'il y a d'autres façons de définir une personnalité normale? Comment vous savez que la vôtre, elle est normale? La société, c'est-à-dire? Ouais, qu'on intègre dans la société, exactement. On va dire que c'est plus facile de définir qu'est-ce que c'est un trouble de personnalité que qu'est-ce que c'est une personnalité normale. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est plusieurs choses. La première, c'est que on rentre dans la pathologie, on rentre dans le trouble quand il y a de la souffrance chez l'individu ou un dysfonctionnement. D'accord, ça c'est une règle un peu générale dans la psychiatrie. Il y a trouble en psychiatrie quand il y a dysfonctionnement ou quand il y a souffrance. D'accord. La deuxième idée à retenir, c'est que une personnalité troublée, c'est une personnalité rigide, d'accord, et qui dit rigide dit qu'il y a des difficultés à s'adapter à son environnement et à ne pas causer du coup des problèmes pour fonctionner. D'accord. Il y a une autre définition qui dit déviation extrême par rapport à un individu moyen dans une société donnée, mais il faut-il définir un individu moyen? Et ça, c'est pas évident non plus, en fait. Je crois que c'est vraiment deux idées qui sont très très importantes quand vous vous poserez la question de est-ce qu'il y a trouble ou pas. On le verra tout à l'heure, mais une des définitions du DSM-5, qui est un des référentiels qu'on utilise beaucoup en psychiatrie, c'est qu'il faut qu'il y ait souffrance et il faut qu'il y ait altération du fonctionnement général. Alors le fonctionnement, c'est quoi? C'est le fonctionnement social, le fonctionnement professionnel et le fonctionnement familial principalement. D'accord. Quand il y a une altération de ce fonctionnement-là, en lien avec la personnalité, quand c'est rigide et que la personne n'arrive pas à s'adapter, alors on peut commencer à parler d'un trouble. En dehors de ce contexte-là, c'est plus difficile parce qu'on a tous des personnalités différentes avec des traits qui s'expriment plus les uns que les autres et c'est pas forcément pathologique, au contraire. Alors, c'est fréquent les troubles de la personnalité. Je ne sais pas si vous voyez le chiffre de la prévalence là-haut, 9,1%. Donc ça veut dire que presque 10% de la population est atteinte d'un trouble de la personnalité. Est-ce qu'il vous choque ce chiffre ou pas? Est-ce que vous connaissez les chiffres des autres troubles psychiatriques pour pouvoir comparer la schizophrénie par exemple? Personne, la schizophrénie, vous ne savez pas combien il y a de pourcents de la population? Entre 1 et 2% à peu près. Donc on est à presque 9 fois plus. Ça vous choque pas? Pardon? C'est élevé, ouais c'est élevé. C'est très élevé. Ça veut dire que c'est un problème de santé publique aussi, du coup, parce que c'est un chiffre qui est important. Et alors, pourquoi on les étudie donc? Parce que la prévalence est importante, et aussi parce que y a des comorbidités. Quand on a un trouble de la personnalité, on peut développer aussi d'autres troubles psychiatriques, et d'ailleurs on retrouve souvent une association entre troubles de personnalité et autres troubles psychiatriques qu'on appelait avant les troubles de l'axe 1, donc les troubles de l'humeur et la schizophrénie et les troubles anxieux principalement. Et que avoir un trouble de la personnalité et souffrir d'une pathologie de l'axe 1, ça aggrave le pronostic, de manière générale. D'accord? Alors, comme je vous disais, c'est pas facile à définir, un trouble de la personnalité, et puis on a plein de référentiels différents en psychiatrie. Il y a des psychiatres d'orientation psychanalytique, d'autres
plutôt neurocognitifs. Il y a plein de systèmes de classification des troubles, le DSM, la CIM-10, d'autres systèmes de classification. C'est pas évident du coup à définir, mais même si on n'a pas tout à fait les mêmes mots pour en parler, derrière il y a à peu près les mêmes concepts. Et je crois que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, je vous parlerai surtout des classifications du DSM-5, parce que c'est le référentiel qu'on utilise en psychiatrie pour classifier les maladies, et que ça permet qu'on puisse tous parler de la même chose. Même si ce n'est pas un système de classification idéal et parfait, ça nous permet de nous comprendre quand on en parle. Donc on restera sur les définitions du DSM-5. Je ne sais pas, quand vous avez fait la psychiatrie en première année, est-ce qu'on vous parle déjà du DSM-5 ou est-ce que vous étiez encore sur le DSM-4 ? Un peu les deux ? Un peu les deux. Le DSM-4, il classait les troubles comme ça, en axes, d'accord ? Et les troubles de la personnalité, ils rentraient dans l'axe 2. Et dans l'axe 1, c'était la schizophrénie, les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, principalement. Le système d'axe, il a disparu, on n'en parle plus maintenant. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Par contre, dans le DSM-5, ils ont quand même gardé la répartition en 10 troubles de personnalité majeurs, on va dire, les plus fréquents, et séparés en 3 clusters. Et on va le voir comme ça, pas parce que c'est comme ça qu'on les classifie encore aujourd'hui, mais surtout parce que c'est plus facile à retenir et c'est plus facile à se représenter en parlant comme ça. Alors, le DSM-5 et le DSM-4 aussi, ils définissaient des critères généraux pour parler de troubles de la personnalité. Alors on l'a dit, il faut que ce soit stable et durable et que ce soit développé dans l'enfance ou l'adolescence. D'accord ? On ne peut pas parler de troubles de la personnalité avant la fin de l'adolescence, parce que pendant l'adolescence, il y a beaucoup de choses qui bougent dans le fonctionnement neurologique et neurocognitif, et qu'il y a des choses qui vont évoluer et qui ne vont pas rester telles quelles, et c'est trop tôt pour parler de troubles de la personnalité. On commence à en parler quand le sujet est majeur. D'accord ? Il y a un ensemble de critères cliniques qu'on va voir dans les 10 troubles de la personnalité pour les définir les uns après les autres. Ce qui les caractérise tous, c'est la sévérité, c'est-à-dire, comme je vous disais, il faut qu'il y ait souffrance ou altération du fonctionnement. S'il n'y a pas ces deux critères-là, on ne parle pas de troubles. Et puis, comme c'est des troubles de l'axe 2, il faut quand même éliminer la présence d'autres troubles psychiatriques, d'autres troubles somatiques ou la prise de toxiques. On ne peut pas poser un diagnostic de trouble de personnalité si au devant du tableau, il y a autre chose qui vient masquer les symptômes. D'accord ? On pourrait se conceptualiser ça en se disant que la personnalité, c'est ce qu'il y a derrière, c'est ce qu'il y a dessous, c'est le fonctionnement basal. Si par-dessus, vous avez un autre trouble, si vous avez un trouble de l'humeur, que vous êtes déprimé, que vous êtes maniaque ou que vous êtes délirant, c'est extrêmement difficile d'aller évaluer qu'est-ce qu'il y a derrière au niveau basal. D'accord ? Donc il faut toujours éliminer ce qu'il peut y avoir par-dessus pour pouvoir poser un diagnostic. Donc quand on reçoit des patients en hospitalisation en aigu, c'est pas dans les premiers temps qu'on pose un diagnostic de trouble de personnalité, parce que souvent il y a autre chose devant à traiter qui masque en fait le fonctionnement global général. Donc le DSM-4 et le DSM-5 a repris la même définition et le définit comme ça: modalité durable de l'expérience vécue et des conduites qui dévient notablement de ce qui est attendu dans la culture de l'individu et manifeste dans au moins 2 des 2 domaines suivants: cognition, affect, fonctionnement interpersonnel et contrôle des impulsions. Ce qui est important, c'est attendu dans la culture de l'individu. Pourquoi ? Parce que la personnalité, on la définit aussi en fonction de notre culture. D'accord ? Ce qui est normal et ce qui est anormal, entre guillemets, ou ce qui est déviant, entre guillemets, c'est défini en fonction de la culture dans laquelle on évolue. D'accord ? Si on allait regarder la personnalité des gens dans des tribus d'Asie ou d'Afrique, avec des cultures très très différentes de notre culture occidentale, on ne retrouverait pas tout à fait les mêmes choses et on ne définirait pas tout à fait de la même façon qu'est-ce qui est déviant entre guillemets et qu'est-ce qui l'est pas. D'accord ? Ça vous semble normal ça ou pas ? Ouais, que la culture interfère. Et je pense que c'est pareil, c'est une valeur importante, notamment en ce moment, parce qu'on parle beaucoup de migration et de la question et du problème, je ne sais pas si c'est un problème, mais des migrants. On en voit de plus en plus en psychiatrie générale des patients qui arrivent du bout du monde et qui ont migré pour des raisons politiques ou autres. Et c'est pas toujours évident de faire un diagnostic de trouble de personnalité chez ces gens-là, parce qu'ils viennent de cultures en général très très différentes de la nôtre en fait. Donc c'est une vraie question. Modalité durable et rigide, ça on l'a dit, souffrance cliniquement significative et altération du fonctionnement, et mode stable et prolongé, c'est-à-dire qu'il faut que ça dure. Hein. Ça s'installe à l'adolescence et quand on est jeune adulte, et ça dure après, ça bouge pas trop. Alors voilà comment le DSM classe les 10 troubles de la personnalité. Est-ce que quand vous aviez fait la sémiologie, on vous en avait parlé un peu ou pas en première année ?
Un peu? Pas beaucoup. Alors, on les coupe en 3 clusters. Le cluster A, le cluster B et le cluster C. Il y a 3 à 4 troubles de personnalité par cluster. Si on les classe comme ça, c'est parce qu'ils se ressemblent, les troubles au sein d'un cluster. Et donc c'est plus facile, ce que je vous dis, c'est plus facile pour les retenir et pour se les représenter. Le cluster A, c'est les bizarres. Ce sont les bizarres, les aliens, d'accord, ceux qui sont différents, très très différents de nous, d'accord. Ceux qui frôlent en fait avec la psychose et avec les symptômes psychotiques que vous avez vus en sémiologie, d'accord. Le paranoïaque, le schizoïde et le schizotypique. Le cluster B, c'est les fragiles narcissiques, c'est les extravertis, c'est ceux qui sont pleins d'émotions débordantes, d'accord. Les borderline, les narcissiques, les histrioniques et les antisociaux. Et le cluster C, c'est les anxieux, c'est les introvertis, les évitants, les dépendants, les obsessionnels compulsifs. Ça vous parle un peu? Ouais. Alors, la nouveauté du DSM-5, c'est qu'il y a un nouveau modèle qui émerge un peu de classification. On s'est dit que c'était quand même un peu compliqué de classer les troubles comme ça en 10 troubles types, de créer des cases, donc des catégories, et que c'est pas toujours évident d'aller ranger les gens dans des cases. Et que souvent les catégories elles collent pas tout à fait. Et donc le DSM-5 il propose un mode un peu alternatif à la fin du bouquin pour les définir, un mode qui est un peu plus dimensionnel que catégoriel en fait, avec l'idée que finalement les troubles de personnalité seraient définis par des traits de personnalité et que ces traits s'exprimeraient plus ou moins en chacun et qu'il faudrait aller repérer quels sont les traits qui sont les plus exprimés et les plus rigides en fait, plutôt que d'aller définir comme ça des catégories dans lesquelles on mettrait les gens. Alors c'est un nouveau modèle qu'on n'utilise encore pas trop, mais je pense qu'il risque de continuer à être développé dans les années à venir parce que ça pose problème de classer les troubles de personnalité en catégories. Ça je vous passe. Alors on va commencer, on va les lister un peu, hein, on va en parler les uns après les autres pour se les représenter un peu. On va commencer par les bizarres, d'accord, les paranoïaques, les schizoïdes et les schizotypiques. 5 à 6% de la population à peu près. On va commencer par le paranoïaque. Alors, est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce que c'est pour vous un trouble de la personnalité paranoïaque? À quoi vous pensez quand on vous parle de ça? Persécution, ouais. Quoi d'autre? Interprétation, ouais. Alors, pas tout à fait. Délire, tu disais pas tout à fait, parce que si délire, on n'est plus dans un trouble de perso, on est dans autre chose, et on rentre dans la schizophrénie ou le délire paranoïaque, etc. Mais je vois ce que tu veux dire quand tu dis délire. Il y a quand même cette notion de peut-être rupture un peu avec la réalité. Parce que c'est des troubles qui frôlent un peu la psychose. Quoi d'autre? Comment vous définiriez un paranoïaque? Qu'est-ce que c'est pour vous un paranoïaque? Hypervigilance, j'entends. C'est-à-dire, je ne sais pas qui c'est qui... Oui. Ouais. Il fait attention à des détails qu'il va mal interpréter, exactement. Ouais. Théorie du complot, ça vous parle un peu? Ouais. Complotisme, théorie du complot, ouais. Le maître mot, c'est la méfiance, d'accord? Personnalité extrêmement méfiante. Ce qui s'exprime le plus chez ces personnes-là, c'est l'idée en fait que l'extérieur, l'environnement, est dangereux et pourrait les nuire. Et quand je dis l'environnement, c'est tout le monde, d'accord? L'autre, de manière générale, est vu comme quelqu'un de potentiellement dangereux et nuisible, d'accord? Le paranoïaque, il va garder en tête en permanence qu'on peut l'exploiter, qu'on peut le tromper, qu'on peut abuser de lui, et donc il va avoir une méfiance permanente vis-à-vis de l'autre, avec beaucoup de difficultés pour accorder sa confiance, d'accord? Partant du principe de base que l'autre va chercher à le tromper, à le nuire. D'accord? Vous disiez interprétation, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que chaque mot va pouvoir être interprété, chaque conseil, tout ce qui va pouvoir être dit tout ce qui va pouvoir lui être dit va pouvoir être interprété avec une signification derrière qui pourrait être une signification malfaisante, enfin une signification cachée, d'accord, avec toujours cette idée que l'autre est malveillant d'abord avant autre chose, et il aura beaucoup de mal à se représenter que l'autre peut spontanément être bienveillant avec lui.
Euh, Ce sont des personnes qui ont en général un ego assez important et qui vont très vite se sentir menacées, ça on l'a dit, et qui vont être procéduriers, entamer des procédures à n'en plus finir quand ils vont avoir l'impression qu'on atteint à leurs droits, qu'on atteint à leur liberté, et c'est tout le temps, ils vont avoir l'impression tout le temps qu'on atteint à leurs droits, à leur liberté. D'accord ? Quand ils se sentent attaqués, et c'est souvent, ils vont garder de la rancune longtemps, y compris quand il n'y a pas forcément d'objet à cette rancune. C'est-à-dire ils vont se vexer, se braquer très rapidement pour quelque chose qu'ils auront mal interprété, et ils vont garder rancune à la personne pendant très très longtemps. Et comme je vous disais, tout sera perçu comme des attaques, comme des conspirations à leur égard. D'accord ? Ce sont des personnes qui vont faire vivre un enfer souvent à leur conjoint, parce que ils vont très vite être jaloux, très vite interpréter tout et n'importe quoi comme la preuve que leur conjoint les trompe, ont des relations extra-conjugales, etc. Dans la presse, on en voit beaucoup. Enfin beaucoup, de temps en temps. Il y a des histoires de faits divers qui se rattachent beaucoup à ce trouble-là. Quand vous entendez dans la presse le voisin débarque chez lui après plusieurs années de conflit et lui tire dessus à la carabine, on est souvent sur des personnalités un peu paranoïaques en fait, d'accord ? De gens qui se sentent en permanence agressés par l'autre. Est-ce que ça vous parle ? Ouais ? 2,3% de la population à peu près. Alors statistiquement, il y a plus d'hommes que de femmes. On ne sait pas trop pourquoi. En général, ce sont des personnes qui vont s'isoler beaucoup et c'est un des principaux risques puisqu'en fait, c'est compliqué d'entrer en interaction avec eux, c'est compliqué de rester proche d'eux parce qu'ils vont avoir tendance à se méfier de tout le monde et à mettre tout le monde à distance, y compris les proches et la famille. Et donc, ils finissent souvent par se retrouver très très isolés. Et le risque, c'est que ça puisse évoluer vers un vrai délire paranoïaque, pour le coup, cette fois-ci, avec vraiment des idées délirantes en dehors de la réalité, qui se construiraient sur les interprétations qu'il y avait en dessous. Personnalité schizoïde. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus ? Est-ce que ça vous parle ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme ? Non, c'est pas de personnalité. Ça vous dit rien du tout ? Vous avez un peu bossé la schizophrénie en première année, en tout cas la sémiologie dans la schizophrénie. Vous vous rappelez qu'il y a les symptômes positifs et les symptômes négatifs ? Vous vous rappelez de ça ou pas ? L'isolement social, le retrait, l'pragmatisme, ça vous parle un peu ? La personnalité schizoïde, on pourrait la définir comme une personnalité qui aurait les symptômes négatifs de la schizophrénie, d'accord ? Le détachement émotionnel et le détachement social, d'accord ? Donc personnalité, on va dire isolée, qui entre très peu en relation avec l'autre et qui n'a pas besoin, qui n'a pas le désir d'entrer en relation avec l'autre, d'accord ? Alors, je ne sais pas si j'ai un exemple à vous donner. Il y a quelques scientifiques de renommée internationale qui ont un contact un peu étrange et qui pourraient rentrer dans ce contexte-là. Je pense notamment à Albert Einstein. Il y a des gens de son époque qui disent que c'était peut-être une personnalité schizoïde, très isolée, avec peu d'intérêt à être avec l'autre, en fait, à rechercher des interactions sociales. Donc ils sont isolés, mais ils n'ont pas le besoin d'aller vers l'autre. D'accord ? C'est des gens qui vont préférer des activités solitaires et qui rechercheront presque tout le temps des activités solitaires, en fait. Donc je vous disais peu d'intérêt pour les relations à l'autre, peu d'intérêt pour les relations sexuelles aussi, parce que avoir des relations sexuelles, ça veut dire quand même entrer quand même dans l'intimité avec l'autre et développer quand même quelque chose avec l'autre, et ça les intéresse pas du tout. Ils prennent peu ou pas de plaisir de manière générale. Ils font des activités donc plutôt solitaires, souvent un peu abstraites. Ils vont avoir un intérêt souvent pour les mathématiques poussées à un niveau très important, pour l'informatique, pour des choses qui pourraient sembler un peu abstraites pour l'autre et qui nécessitent peu ou pas d'interaction avec l'autre. En général,
Ils sont, comme je vous disais, isolés en dehors des parents du premier degré, donc la fratrie et puis les parents qui continuent à les côtoyer un petit peu. Et ils sont très très indifférents à l'autre, très indifférents à la critique, très indifférents à l'éloge. Et du coup, pour nous, ça renvoie quelque chose d'un peu de la froideur, en fait, de la froideur affective. D'accord ? C'est des personnalités qui peuvent évoluer vers la schizophrénie, qui peuvent à un moment donné se mettre à délirer et faire un premier épisode psychotique aigu. En général, on ne les voit pas beaucoup en consultation, ces gens-là, parce qu'ils sont isolés, mais ils n'en souffrent pas vraiment. Parce que, comme je vous disais, ils n'ont pas forcément l'envie d'être avec l'autre. Donc, ils ne viennent pas consulter, en fait. Et c'est un trouble qui est assez stable dans le temps, qui ne s'aggrave pas forcément et qui ne s'améliore pas forcément non plus. Bon, sauf quand il déclenche un épisode psychotique aigu et qu'il développe une schizophrénie en suivant. Est-ce que celui-là, il vous parle ou pas? Est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage que vous retrouvez un peu? En général, on en connaît quelques-uns, on en a côtoyé quelques-uns au collège ou au lycée. Ça parle beaucoup, donc je pense que vous retrouvez des gens, non? Un peu, ouais. Allez, la personnalité schizotypique, est-ce qu'elle vous parle plus ou pas? Alors, on dit que c'est des personnalités. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui peut les faire évoluer vers la schizophrénie? On ne sait pas trop. On pense que ça peut être l'expérience de stress de manière générale, hein, de stress dans le quotidien qui pourrait déclencher des symptômes psychotiques, en fait, pour la première fois. Quand l'environnement change, quand ils perdent un peu leurs repères, quand ils sont obligés de faire des choses auxquelles ils n'étaient pas habitués et qui les sortent un peu de leur zone de confort, entre guillemets. Et puis, de manière générale, en dehors des stress, c'est un facteur de risque de développer la schizophrénie parce que la personnalité, elle partage des symptômes communs avec la schizophrénie. D'accord ? Donc, ça peut être l'évolution de ce trouble-là, mais pas forcément. Hein. Toutes les personnalités schizoïdes ne vont pas évoluer vers une schizophrénie. Hein. D'accord ? Le schizotypique, est-ce qu'il vous parle un peu plus ou pas ? Si le schizoïde, c'est le versant négatif de la schizophrénie, le schizotypique, on va dire que c'est le versant positif, c'est-à-dire des symptômes, alors pas positif dans le sens mieux, positif dans le sens des symptômes positifs de la schizophrénie, donc les symptômes productifs, les délires, les hallucinations, etc. Alors, ils ne sont pas délirants, les schizotypiques, ils ne sont pas hallucinés, parce que s'ils l'étaient, on parlerait, avant de parler d'un trouble de personnalité, on parlerait d'une schizophrénie ou d'un épisode psychotique aigu, d'accord ? Mais ils sont juste avant, d'accord ? C'est les excentriques, c'est les bizarres. Pour vous donner un exemple qui peut-être vous parlera, Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie, ou Phoebe Buffay dans Friends. D'accord ? Si je devais vous donner deux exemples pour que ça vous parle un peu. Donc vraiment les excentriques qui sont pleins de croyances un peu bizarres, un peu alternatives, d'idées de référence. Ils vont interpréter, alors c'est pas délirant, hein, mais ils vont interpréter des petits signes du quotidien ils vont donner des interprétations ou des significations un peu particulières à des petits signes du quotidien. J'ai vu 3 oiseaux passer dans le ciel ce matin, ça veut dire que la journée va être bien, ou des choses comme ça, d'accord ? C'est de la superstition, mais poussée vraiment à un niveau important, donc avec beaucoup de croyances bizarres, beaucoup d'idées de référence, beaucoup aussi de perceptions inhabituelles. C'est des gens qui vont sentir des choses, sentir qu'il y a une présence derrière eux, sentir qu'il y a quelqu'un, avoir l'impression qu'ils ont des dons ou des pouvoirs particuliers, de pouvoir lire dans l'avenir, de pouvoir lire dans la tête des gens, dans les pensées des autres, etc. Ils vont parfois avoir un langage un peu empoulé, un peu étrange, un peu bizarre, en utilisant des tournures syntaxiques pas très françaises, avec des barbarismes, des néologismes, etc. Ils sont bizarres. Quand on les rencontre, on les trouve étranges, en fait. D'accord ? À côté de ces symptômes-là un peu positifs, ils ont beaucoup de difficultés dans les interactions sociales. C'est très très difficile pour eux d'interpréter les codes sociaux et de comprendre dans la globalité l'autre et les émotions de l'autre, et donc ils vont souvent sembler un peu décalés. Et nous, on va avoir l'impression, quand on les rencontre, qu'ils sont un peu en décalage et de ne pas arriver à les comprendre, en fait. En général, ils expriment aussi peu d'affect, comme les schizoïdes. Et être en société, être avec l'autre, va générer beaucoup d'anxiété parce qu'ils ne comprennent pas l'autre, en fait. Ils n'arrivent pas à déchiffrer les codes sociaux. D'accord ?
Alors, c'est différent de quelqu'un qui serait timide et qui serait un peu anxieux et qui aurait du mal lui aussi à être en société. Le timide, vous le mettez dans un groupe de gens qu'il ne connaît pas. Au début de la soirée, il est anxieux et plus ça va et moins il est anxieux. D'accord ? Le schizotypique, vous le mettez à une soirée avec des gens qu'il ne connaît pas, plus la soirée avance et plus il est anxieux et plus même il devient persécuté. D'accord ? Parce qu'il n'arrive pas à comprendre l'autre et plus les échanges avancent et plus il s'inquiète et plus il s'angoisse. 4 à 6% de la population, c'est pareil, on ne les voit pas beaucoup en consultation. Ils viennent quand ils sont très stressés, en fait, quand ils sont dépassés et qu'ils n'arrivent plus à gérer et que leur environnement déclenche beaucoup de stress, leur environnement social, professionnel, etc. C'est le seul moment où on les voit. Et c'est une personnalité prémorbide de la schizophrénie aussi. D'accord ? Il y a un risque plus important de développer une schizophrénie quand on a cette personnalité-là que dans la population générale. D'accord ? Il y a aussi des études qui montrent que on retrouve beaucoup des personnalités schizoïdes et schizotypiques chez les ascendants de patients schizophrènes. D'accord ? Donc il y a un lien qu'on n'arrive pas trop à déterminer plus que ça, mais il y a un lien entre les deux. Le cluster B, donc c'est ce que je vous disais, c'est les narcissiquement fragiles, c'est les extravertis. Alors on verra là les antisociaux, les histrioniques et les narcissiques, et on se gardera les borderline pour la fin. Les antisociaux, je pense que c'est un des troubles qui doit le plus vous parler. Qu'est-ce que vous diriez si je vous demandais de définir qu'est-ce que c'est une personnalité antisociale, ou anciennement psychopathe ? Quelqu'un qui n'est pas du tout adapté à la société, ouais. Quoi d'autre ? Critique permanente de la société, se conforte pas aux règles de la société, ouais. Oui, alors ça c'est souvent une conséquence de leur trouble, c'est qu'ils finissent par être marginalisés parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter aux règles sociales. C'est les transgresseurs, les antisociaux. Il faut comprendre antisocial, pas dans le sens, ils n'aiment pas les relations sociales, hein, mais dans le sens de difficulté à respecter les règles sociales, le cadre que nous impose en fait la vie en société. D'accord ? On en trouve beaucoup dans le banditisme et la criminalité. D'accord ? Ça, c'est les critères du DSM. Okay ? Donc mépris et transgression. Okay ? Donc ce sont des personnalités pas très sympathiques de prime abord. Donc qui n'ont pas de respect pour les normes sociales et qui vont transgresser très très souvent toutes les règles sociales, d'accord ? Qui vont pouvoir user de la tromperie, beaucoup du mensonge et de la tromperie, pour parvenir à leur fin, avec l'idée finalement que il n'y a que eux qui comptent et que tout est bon pour parvenir à leur fin, et voilà, pour parvenir à leur fin, y compris user, abuser de l'autre, d'accord ? Ce sont des personnalités en général plutôt irritables, agressives, avec très très impulsives, c'est action-réaction, avec vraiment beaucoup de difficultés à planifier quoi que ce soit. Donc c'est je veux ça, je le prends. D'accord ? Je réfléchis pas aux conséquences, je réfléchis pas à est-ce que c'est interdit ou pas, je le veux, je le prends. Je veux le collier que porte cette personne à son cou dans la rue, je l'attrape, je le prends. La personne tombe, elle se fait mal, c'est pas grave, c'est pas mon problème, je m'en fous en fait. D'accord ? Donc vraiment, transgression, mépris de l'autre. Alors mépris de la sécurité de l'autre, mépris de sa propre sécurité aussi. Ce sont des gens qui sont en général, qui vivent dangereusement, d'accord ? Qui abusent des toxiques, qui ont des relations sexuelles risquées, qui conduisent vite, qui méprisent vraiment leur sécurité, celle des autres, d'accord ? Avec l'idée qu'ils sont tellement, on va dire, autocentrés, qu'il y a très peu de temps, d'énergie consacré à ce que l'autre peut ressentir, peut penser, et donc il y a un manque cruel d'empathie et donc de remords. D'accord ? C'est des personnes prises sur le fait qui vous diront que c'est la faute de la société, qu'il l'avait bien mérité, qu'il avait qu'à faire plus attention à son collier, plus attention à son sac à main, et parce que c'est la loi du plus fort et que c'est comme ça que ça marche. D'accord ? Et comme je vous disais, on en trouve beaucoup en prison, parce qu'ils transgressent beaucoup les règles sociales et qu'à un moment donné, ils sont attrapés. D'accord ? Et puis comme ils sont très impulsifs et qu'ils agissent donc, sans trop réfléchir et qu'ils ne planifient pas, ils sont attrapés.
souvent. D'accord? C'est pas les grands bandits qui préparent un casse pendant des mois et des mois. Hein. C'est plutôt les petits bandits qui transgressent et qui se font attraper. D'accord? Ceux-là, ils doivent vous parler aussi. On en a un qui fonctionne plutôt pas mal à la tête des États-Unis en ce moment. D'accord? Alors, il n'est pas que antisocial, hein, il est un peu aussi narcissique, mais c'est l'antisocial qui fonctionne à peu près. Alors, cela, pour poser le diagnostic, il faut que le sujet ait 18 ans, ça je vous l'ai dit, il faut être adulte pour qu'on puisse poser un diagnostic de trouble de personnalité, et il faut qu'on retrouve des troubles des conduites dans l'enfance. En général, on ne devient pas antisocial à 18 ans, on commence à avoir des comportements antisociaux avant, d'accord? Donc c'est souvent des jeunes qui se retrouvent à transgresser déjà dès l'adolescence, à avoir affaire à la justice assez rapidement, d'accord? 0,2 à 3% de la population, je pense que c'est un peu sous-estimé parce qu'on ne fait pas beaucoup d'études en prison, parce qu'en fait, ils sont beaucoup en prison, ces gens-là. Parcours fait de ruptures répétées, donc ils transgressent régulièrement, ils n'arrivent pas à rester en place, ils changent d'emploi, ils s'absentent beaucoup, puisqu'ils sont pas très, très responsabilisés, et du coup, ils perdent leur emploi, la famille a tendance un peu à s'éloigner, et donc ils se retrouvent en général assez marginalisés. En prison, ça je vous l'ai dit, il y a statistiquement plus d'hommes que de femmes. Et les risques, c'est les mises en danger d'autrui et d'eux-mêmes et la prise de toxiques, parce qu'en général ils vivent dangereusement, donc ils abusent aussi beaucoup de produits. Ceux-là, ils devraient vous parler un peu, je pense, ceux-là. Vous avez dû en rencontrer, on en voit aux urgences, régulièrement aussi, pour ceux qui sont passés aux urgences. Les borderline, on en parlera après. Allez, les histrioniques. Les histrioniques, anciennement appelées personnalités hystériques. Est-ce que ça vous parle un peu? Parce qu'on met plein de choses derrière l'hystérie et je ne sais pas si c'est forcément toujours la bonne définition. Qu'est-ce que vous diriez s'il fallait définir l'histrionisme ou l'hystérie? La colère, les émotions fortes, ouais. Quoi d'autre? J'entends pas le besoin de plaire, ouais, le besoin de plaire, le besoin d'être au centre de l'attention, le besoin de plaire, le besoin de séduire, ouais. Quoi d'autre? L'instabilité émotionnelle, ouais, ça c'est un maître symptôme. Mais c'était écrit, donc c'est facile. Quoi d'autre? Très théâtralisé, très démonstratif, ouais. Instabilité relationnelle, ouais. D'autres choses? Les femmes, oui. Plus les femmes que les hommes, ouais, statistiquement, c'est vrai. Bon, c'est déjà pas mal, je pense que vous avez presque tout dit. Réponse émotionnelle excessive et quête d'attention. Donc c'est des personnalités très 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 démonstratives qui ont besoin en permanence d'être aimées. Je crois que c'est comme ça qu'on peut les définir, d'accord? Besoin en permanence d'être aimé, d'être soutenu, d'être que les gens gravitent autour d'eux, autour d'elles, on pourrait dire, parce que c'est vrai qu'il y a plus de femmes que d'hommes. D'accord? Donc ce sont des personnalités qui vont tout faire, ou presque tout, pour se retrouver au centre et plaire. D'accord? Et qui vont être déprimés, être mal, si jamais c'est pas le cas. Donc ça peut générer beaucoup de choses. Elles vont avoir recours à, comme je vous disais, tout ce qui est possible et inimaginable pour se retrouver au centre de l'attention, y compris une séduction parfois inadaptée. Donc c'est des personnes qui sont en général assez théâtrales, assez volubiles, assez démonstratives, qui vont user de leur charme, de leur atout pour se retrouver au centre de l'attention. Et ça va en général avoir tendance un petit peu à déclencher de l'agressivité et de la mise à distance par l'entourage, d'accord, parce qu'elles vont se retrouver en rivalité, notamment avec presque toutes les autres personnes qui pourraient de leur entourage en fait, d'accord, pour attirer l'attention à elles et pour être le centre de l'attention, d'accord. Vous disiez expression émotionnelle, enfin humeur changeante, etc. Oui, on a l'impression quand on les rencontre qu'elles ont des émotions fortes, dans un sens ou dans l'autre, mais derrière c'est souvent très superficiel, c'est-à-dire elles vont
vous dire j'ai rencontré quelqu'un, il est génial, il est extraordinaire, c'est parfait, c'est super, il est top, etc. Et puis quand vous demandez mais qu'est-ce qu'il a de super, c'est compliqué, d'accord? Au contraire, elles vont vous dire lui je le déteste ou je la déteste, elle est insupportable, etc. C'est toujours très très fort, très 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 démonstratif, mais derrière en fait quand on creuse, ça reste très superficiel, ok? Donc dramatisation, théâtralisation, on l'a dit, suggestibilité énormément aussi, et elles vont avoir beaucoup de mal à rentrer dans à nouer des relations, on va dire, profondes, durables, parce que tout est très superficiel, parce que les affects sont quand même très très changeants et très 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 forts, et donc finalement elles vont séduire beaucoup, mais nouer peu de relations intimes de manière générale. Je pense que vous devez aussi en connaître quelques-unes, on en a tous dans la famille, une ou deux, ou dans l'entourage, d'accord? Il y a des personnalités aussi qui ont ces traits-là. Je ne sais pas si vous en voyez quelques-unes ou pas, pour que ça vous parle un peu. J'entends pas. Alors Marilyn Monroe, elle était plutôt borderline. Mais il y a des traits communs entre les deux troubles de personnalité. Hein. Est-ce que vous en voyez ou pas? Est-ce que ça vous parle un peu, celui-là? J'entends pas. Hein. Qu'est-ce que vous disiez? Macron. On peut pas nier qu'il est dans la séduction. Après, est-ce qu'il est histrionique? Je sais pas. On peut pas nier qu'il est dans la séduction, en tout cas. Je me souviens plus de son nom. Une actrice américaine blonde qui est morte d'une overdose il y a pas très très longtemps, qui avait eu un fils. J'ai perdu son nom. Sinon, Kim Kardashian. Ça vous parle ou pas? Voilà. Alors, ceux-là, on les voit en consultation, parce qu'elles viennent. C'est typiquement le genre de patiente qui vient en consultation voir le médecin généraliste une fois par semaine avec une plainte nouvelle à chaque fois, et puis qui amène des petits cadeaux à son médecin, d'accord, avec toujours cette idée de plaire, qu'on s'intéresse à elle, etc. On les voit aussi parce qu'elles se dépriment assez régulièrement, parce que c'est pas possible d'être tout le temps au centre de l'attention et qu'on est toujours déçu à un moment donné. Ça marche pas tout le temps. Donc, en général, elles se dépriment quand ça fonctionne pas comme elles le voudraient, et c'est à ce moment-là qu'elles arrivent chez nous et qu'on les voit en consultation. Le narcissique, très à la mode aussi, tout le monde parle des pervers narcissiques en ce moment. Comment on définirait le narcissique? Égocentrique, centré sur lui-même dans tout, ouais. D'autres choses? Besoin d'être admiré, c'est ça? Ouais, exactement, besoin d'être admiré. Haute estime de lui, ouais. C'est pas mal. Le narcissique, il ne vit que pour admirer et être admiré. D'accord? Son obsession va être là. D'accord? Alors, ce sont des gens qui ont un ego très très important, une hypertrophie du moi très très forte. Donc là, il y a noté le critère DSM, c'est sens grandiose de son importance, donc vraiment l'impression qu'ils sont uniques, particuliers, et ce qui va avec. C'est-à-dire quand on est unique et particulier, on a l'impression qu'il y a plein de choses qui nous sont dues aussi. L'impression qu'on devrait dérouler le tapis rouge devant eux parce qu'ils sont uniques et particuliers. D'accord ? Donc ils vont être animés de fantaisie de succès, fantaisie de beauté, idéal de beauté, idéal de pouvoir, idéal de relations parfaites, idéal de richesse, etc. Et ils vont tout faire pour parvenir à cet idéal-là, avec toujours cette idée qu'ils sont spéciaux et que la société devrait se rendre compte qu'ils sont spéciaux. Et sauf que ça ne va pas toujours se passer comme ça, d'accord ? Donc ils vont être extrêmement déçus quand ça ne va pas se passer comme ça, quand ils vont voir qu'ils ne sont pas pris à leur juste valeur, en tout cas à la valeur qu'eux se sont donnée, et qui vont avoir tendance à, comme je vous disais, à tout faire pour parvenir à leur fantaisie de succès, y compris à écraser les autres, d'accord ? Ce sont des gens qui ont
peu, pas d'empathie non plus. Alors, comme l'antisocial, mais c'est un peu différent, c'est-à-dire que l'antisocial, on va dire qu'il est, il est chaud, le narcissique, il est plutôt froid, d'accord? L'arrogant, l'hautain, un peu froid, un peu distant, qui manque d'empathie, un peu froid et calculateur. D'accord? Alors que le sociopathe, l'antisocial, il est plutôt chaud, il est plutôt sanguin. D'accord? Mais les deux sont caractérisés par une hypertrophie du moi et un manque d'empathie important. Ok? Donc pense que tout lui est dû, y compris les autres, et donc ils vont exploiter, comme je vous disais, exploiter l'autre de manière générale pour parvenir à leur fin. D'accord? Sans trop se soucier de ce que peut ressentir l'autre. Ils sont pas tout à fait capables, ils n'ont pas une théorie de l'esprit assez développée pour pouvoir se représenter qu'est-ce que l'autre traverse et qu'est-ce que l'autre vit. Donc c'est des gens, quand on va les rencontrer, qui vont, quand on en a dans l'entourage, qui vont rapidement, enfin, ils vont, comment dire, on va vite se rendre compte qu'ils ne s'intéressent pas trop à nous, ces gens-là, en fait. C'est-à-dire qu'on va leur accorder beaucoup d'attention, et puis quand on va commencer à parler, nous, de nos problèmes et de nos soucis, ils seront pas trop là, ça les intéresse pas trop. Ils sont tellement concentrés sur eux et centrés sur eux, que percevoir ce que l'autre vit, ce que l'autre traverse, c'est très compliqué. Il y en a aussi pas mal, et alors ça, c'est un trouble de personnalité qu'on trouve beaucoup à des hauts postes, avec des postes à responsabilité, d'accord? Parce que les narcissiques qui fonctionnent à peu près correctement en société, en général, ils arrivent quand même à atteindre en partie leurs objectifs, et donc on les retrouve à diriger, et, enfin certains, pas tous, hein. Et je vous parlais tout à l'heure de Donald Trump, je pense qu'en plus d'être antisocial, il a aussi des traits narcissiques dans la façon qu'il a de diriger son pays. Alors, plus d'hommes que de femmes, statistiquement parlant, on ne sait pas trop pourquoi. 6,2% de la population. Le risque, c'est l'abus de substances et les troubles du comportement alimentaire. Alors toujours avec cet idéal de perfection, hein, c'est-à-dire que, et notamment la cocaïne, parce que la cocaïne, ça permet de rester en forme, d'être tout le temps au maximum de ses capacités, etc. Donc ils vont être consommateurs de produits pour maintenir les exigences qu'ils ont aussi avec eux-mêmes. Parfois, quand il y a des idéals de beauté, etc., corporels, on peut retrouver des troubles du comportement alimentaire. Et attention au vieillissement, parce que quand ils vieillissent et qu'ils se rendent compte qu'ils ne plaisent pas autant que ce qu'ils pensaient ou qu'ils ont plus à un moment donné, ça peut être compliqué, ça peut déclencher des épisodes dépressifs, etc. Il vous parle celui-là un peu? En général, c'est un de ceux qui parle le plus. Est-ce que vous avez des questions déjà sur le cluster B? Ouais. Alors la question c'est, si je comprends bien, c'est est-ce que l'environnement familial, la façon d'éduquer un enfant, la famille peut faire apparaître ce trouble-là en fait, c'est ça? Oui. Alors, la raison seule, je ne suis pas sûr parce que c'est toujours un ensemble de facteurs. Par contre, ce qui est évident, c'est que notre éducation, notre environnement familial dans l'enfance va modeler un peu notre personnalité, d'accord? Donc, ça c'est assez clair, c'est-à-dire que oui, l'environnement précoce, l'environnement familial va avoir un impact sur le développement de tel ou tel trait de personnalité et l'expression ou la surexpression de tel ou tel trait de personnalité. C'est un ensemble de facteurs. On ne peut pas dire parce qu'il a été éduqué comme ça, il est narcissique. Il est devenu narcissique, mais ça joue, évidemment que ça joue, d'accord? Parce que la personnalité, elle se construit. Hein. On n'est pas bébé avec une personnalité, avec la personnalité qu'on a à 20 ans, d'accord? Elle se construit au fur et à mesure de l'enfance et de l'adolescence, en fonction de ce qu'on vit et de ce qu'on rencontre dans le quotidien. Et du coup, en fonction de l'éducation aussi, d'accord? Après, j'avais compris votre question à l'envers dans le sens, est-ce que les enfants, la famille peuvent être la source du narcissisme, en fait, chez le narcissique? Ça, c'est possible aussi. Ça, c'est possible aussi, hein, dans le sens... Il y a plein de formes d'idéal. Ça peut être aussi un idéal de famille parfaite. Avec un narcissique qui va
tout faire pour que sa famille, pour que ses enfants réussissent. Alors, avec toujours cette idée que c'est lui qui réussit derrière, en fait, hein, que si les enfants réussissent, c'est lui qui réussit, en fait, derrière. C'est le bénéfice personnel avant le bénéfice des autres, en fait. Un peu, ouais. Lui se gargarise de ça, en fait, de la réussite. Et en général, ils aiment bien, en tout cas, s'entourer de personnes qu'ils jugent aussi spéciales, avec cette idée que s'ils sont entourés de gens spéciaux, alors ils sont spéciaux aussi. Alors, si, parce que l'idée, c'est quand même d'être admiré, mais euh, d'être au-dessus. D'être au-dessus. Donc ça va avoir ses limites, en fait. C'est-à-dire que ils vont se rapprocher de gens qui considèrent comme à leur niveau, et ça va, eux, les narcissiser avec cette idée que, du coup, eux sont en effet spéciaux parce qu'ils côtoient des gens spéciaux. Donc ils vont s'entourer des meilleurs, entre guillemets. Moi, je veux être soigné par ce médecin-là parce que c'est le meilleur de sa spécialité. Je veux que ce soit cet avocat qui me représente parce que c'est le meilleur et que je suis spécial, je suis parfait. J'ai besoin d'être entouré de gens parfaits parce que le reste ne vaut rien, en fait. C'est un peu ça l'idée. D'autres questions? Ouais. Alors oui. Oui, alors la question c'est est-ce qu'une personne peut présenter plusieurs troubles de la personnalité en même temps? Oui. En France, on a beaucoup de mal à donner des doubles diagnostics. Aux États-Unis, ils n'ont pas du tout ce problème-là. Les troubles peuvent se mélanger. Il y a par exemple, nous en prison, on a énormément de patients hommes antisociaux et borderline, qui ont vraiment les traits des deux troubles, qui s'expriment et qui génèrent de la souffrance et un dysfonctionnement. Donc les troubles de la personnalité peuvent s'associer. Et d'ailleurs, c'est fréquent qu'ils s'associent. D'accord. C'est très fréquent, en fait. Même si nous, en France, on a besoin, dans notre conception de la psychiatrie très catégorielle, on a besoin de mettre les gens dans des cases. En tout cas, on essaie de s'en dégager un peu, hein, mais c'est pas facile. Et donc, c'est difficile pour nous de poser un double diagnostic. Mais c'est fréquent, en fait. C'est fréquent. Borderline histrionique, ça s'associe souvent. Borderline antisocial aussi. Paranoïaque, paranoïaque pas trop, c'est plutôt un trouble isolé. Mais ça, les co-occurrences, il y en a plein. D'accord? D'autres questions? Alors, le cluster C, c'est les angoissés. Les angoissés, les introvertis. D'accord? Les évitants, les dépendants, les obsessionnels. Alors, moi, c'est pas ce que je préfère parce que je trouve que ces troubles-là, la personnalité, sont très proches des troubles anxieux de manière générale et que c'est pas toujours évident de poser un diagnostic de personnalité du cluster C parce qu'il y a plein de symptômes qu'on retrouve aussi dans les troubles anxieux de manière générale, en fait. Et vous allez voir, hein, enfin, les TOC, bon, et la personnalité s'appelle pareil, personnalité obsessionnelle compulsive. Donc, c'est pas les plus évidents à diagnostiquer, mais par contre, je pense que c'est ceux on en rencontre beaucoup de ceux-là en pratique commune en psychiatrie. Les évitants, est-ce que ça vous parle? Pas trop, hein. Pas trop. Donc les évitants, ils sont marqués par l'inhibition sociale. C'est des grands angoissés, les évitants, qui vont avoir le sentiment permanent de ne jamais être à la hauteur. D'accord? De jamais être à la hauteur et la crainte permanente de mal faire et d'être rejetés, du coup, s'ils font mal. D'accord? Et donc, ils vont avoir tendance à éviter les situations à risque, les situations qui pourraient les mettre en échec ou qui pourraient les confronter à du rejet, d'où le nom de personnalité évitante. D'accord? C'est-à-dire que c'est l'angoisse de l'échec et du rejet poussé à l'extrême qui fait qu'on va carrément éviter les situations à risque dans lesquelles on pourrait rencontrer des échecs, du rejet. Donc, et ça peut être tout, hein, notamment les relations sociales. En général, c'est des gens qui sont assez isolés, qui vont peu entrer en contact avec les gens, mais qui en souffrent, contrairement aux schizoïdes de tout à l'heure, qui étaient isolés socialement, mais qui n'en souffraient pas, qui se fichaient des relations sociales. Eux, ils en souffrent beaucoup. D'accord? Toujours avec cette idée que quand on rencontre quelqu'un d'inconnu, on pourrait ne pas plaire. Et que ça, c'est hyper angoissant de ne pas plaire, d'être rejeté, de ne pas être aimé, et donc du coup, il vaut mieux éviter. C'est beaucoup moins angoissant, et donc on va pas aller vers l'autre. D'accord? Donc réticence à s'impliquer, réticence aussi à développer des relations intimes, parce que c'est pareil, développer une relation intime, ça implique quand même de s'exposer à un potentiel rejet.
Et donc je vous disais sentiment de ne jamais être à la hauteur, de ne jamais bien faire, et sentiment de se sentir socialement incompétent. D'accord ? Donc c'est des gens qui vont par exemple refuser des promotions, avec l'idée que ils le méritent pas et que s'ils acceptent la promotion, ils sauront pas faire et que les collègues vont les critiquer, qu'ils seront jamais à la hauteur et donc il vaut mieux éviter. D'accord ? C'est des gens qui vont éviter d'avoir des loisirs, de faire du sport en collectivité parce qu'on pourrait s'exposer au regard de l'autre et au jugement de l'autre. Et donc toute leur vie va être basée là-dessus, en fait, sur vraiment éviter au maximum toutes les situations à risque. D'accord ? Et donc ça génère vraiment beaucoup, beaucoup d'isolement. Hein. Je vous laisse imaginer, à la fin, quand on évite tout ce qui est inquiétant, on finit par rester cloîtré chez soi. Donc ils développent beaucoup de troubles anxieux, hein, agoraphobie, phobie sociale, hein, TOC, etc. Il vous parle cela ou pas ? Parce que, alors, ne vous inquiétez pas, on a tous des traits de ce trouble-là, d'accord ? Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais vous allez vous reconnaître dans plein de choses là-dedans. Et c'est normal et c'est tant mieux. Parce que c'est le fait d'avoir plein de traits de personnalité différents qui s'expriment qui fait que votre personnalité est normale, entre guillemets, d'accord ? Donc c'est normal de se retrouver dans plein de troubles. Ce qui fait la normalité, c'est justement la polymorphie, d'accord ? Quand on exprime plein de traits de personnalité, c'est qu'on a une personnalité qui est à peu près correcte et qui fonctionne, qui est fonctionnelle, d'accord ? C'est quand on surexprime certains de ces traits-là à outrance qu'on rentre dans le trouble. D'accord ? Donc c'est normal de retrouver plein de choses, de penser à soi, de penser à des proches qui présenteraient ce fonctionnement-là. Ok ? Des questions ? Oui. Alors, la question c'est avec quoi on va le différencier de la dépression. Alors la dépression c'est un état normalement aigu et transitoire, c'est-à-dire qu'on n'est pas déprimé à un moment, on devient déprimé puis on sort de la dépression. D'accord ? Donc c'est un fonctionnement à un moment donné différent de notre fonctionnement habituel. Ça c'est un fonctionnement basal, c'est-à-dire que c'est le fonctionnement général de base du sujet en fait. C'est un des critères du trouble de perso, hein, c'est-à-dire que c'est durable. D'accord ? C'est en dehors d'un trouble aigu qui se rajouterait, la personne elle fonctionne comme ça. D'accord ? Mais c'est une bonne question parce qu'en effet quand on est déprimé, on peut se mettre à fonctionner comme ça. Alors pour d'autres raisons, hein, parce que l'humeur est basse et qu'il y a des idées d'incompétence qui apparaissent, on a l'impression qu'on vaut rien, et donc on peut se retrouver aussi à éviter les situations à risque parce qu'on a ce sentiment-là d'incapacité. Mais c'est censé être transitoire. Après, c'est une bonne question parce que les dépressifs chroniques, par exemple, il y a des dépressions chroniques au long cours, c'est pas toujours évident de faire la part des choses entre un trouble de personnalité évitant derrière et une dépression chronique, parce qu'il y a des choses qui se ressemblent beaucoup en fait. Mais en général, quand il y a un trouble de l'axe 1, donc un trouble de l'humeur par exemple, on prendra ce diagnostic-là et on laissera de côté le diagnostic de trouble de personnalité. D'accord ? Personnalité dépendante, c'est les collants. Est-ce que ça vous parle, les dépendants ou pas ? Alors, on n'est pas loin de la... Alors, il y a un fonctionnement qui n'est pas loin de la personnalité évitante, mais avec quelques différences. Les collants, parce que dépendants, c'est des personnalités qui ne peuvent pas vivre seules, d'accord ? Et qui ont besoin en permanence de l'autre pour tout, d'accord ? Mais vraiment pour tout. Avec des difficultés à prendre des décisions, à s'assumer seuls, ils vont toujours s'en référer à l'autre, d'accord ? Qu'est-ce que je dois mettre comme habit aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va préparer à manger ce soir ? Où est-ce qu'on va ce week-end ? Et je ne peux pas y aller tout seul, il faut qu'on m'accompagne, d'accord ? En permanence. Est-ce que vous avez des questions ? Parce que j'entends que ça parle beaucoup. N'hésitez pas, hein, vraiment. Donc difficulté à exprimer leur désaccord, toujours avec la crainte d'être abandonnés, d'accord ? Donc comme ils sont hyper dépendants à l'autre, qu'ils ne peuvent pas vivre sans l'autre, ils vont éviter toute situation qui pourrait faire qu'on les abandonne, d'accord ? Donc en général ils n'ont pas d'avis, ils ont un avis sur rien, parce que avoir un avis ça veut dire aussi parfois avoir un avis opposé à l'autre, et du coup s'exposer à un risque de rejet et d'abandon. Donc, c'est des personnes qui sont très lisses en général, hein, d'accord ? Ils s'expriment jamais ce qu'ils ressentent, jamais ce dont ils ont envie.
ils sont toujours d'accord avec l'autre, et ils ne font rien sans l'autre, d'accord? Typiquement, c'est le genre de personnes qui vont s'accrocher à quelqu'un, en général à leur conjoint, à leur compagnon ou à leur compagne, et s'y accrocher. Et puis, quand il va y avoir une séparation ou un décès, etc., ben, ils vont chercher quelqu'un d'autre auquel s'accrocher, en général le premier venu, ou un des premiers venus, parce que le fait d'être seul est beaucoup trop angoissant pour s'exposer à ça. D'accord? Donc ils peuvent pas se débrouiller seuls. Et alors j'ai pas d'exemple. Vous avez des exemples ou pas? Vous pensez à des personnalités connues ou... Parce que c'est pas forcément évident à se représenter, mais c'est pareil, on en a tous un dans l'entourage, hein, en général. Ça se voit pas forcément quand ils sont accrochés à quelqu'un. Quand ils sont en couple, dans une relation de dépendance, on le voit pas forcément du coup, parce que c'est quand ils se retrouvent à devoir gérer des choses seuls que le trouble s'exprime vraiment et qu'on voit l'ampleur du fonctionnement de la personnalité derrière, en fait. C'est des personnalités qui s'associent très très bien avec les narcissiques. Parce que les narcissiques ont tendance plutôt à écraser l'autre et à passer avant l'autre. Et eux, ça leur va à peu près bien d'être soumis à quelqu'un pour pas être seul. Donc en général, on retrouve souvent des associations dans les couples narcissiques dépendants. Et l'obsessionnel compulsif. C'est le dernier. Qu'est-ce que vous pourriez me dire de l'obsessionnel compulsif? À quoi vous pensez? Ouais, il fait des fixations. D'autres choses? C'est quoi un obsessionnel pour vous? Pardon? Avec des manies? Il les contrôle. C'est plus fort que lui. Ouais. Ça c'est quand on compulse. Ouais. Ouais. Quoi d'autre? Ils recherchent la perfection. C'est des perfectionnistes. Ouais. C'est des perfectionnistes, mais c'est des perfectionnistes. Comment dire? C'est des perfectionnistes qui s'épuisent et qui sont pas très efficaces, du coup. C'est-à-dire que le perfectionnisme, c'est un trait de personnalité. On est tous plus ou moins perfectionnistes. C'est pas forcément une mauvaise chose, au contraire. Le trouble de la personnalité obsessionnelle compulsif, c'est quand le perfectionnisme est poussé à un tel degré que finalement on en devient inefficace, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'est les critères du DSM. Donc vous l'avez dit, un perfectionniste maîtrise. Donc c'est des gens qui ont besoin de contrôler dans les moindres détails toute leur vie. Avec l'idée, c'est les angoissés, hein, le cluster C. Donc avec l'idée derrière que s'il n'y a pas de contrôle total sur tout et les moindres détails de leur vie, il y a de l'angoisse. Hein. C'est trop angoissant, d'accord? Donc ils vont exercer ce contrôle et cette maîtrise sur absolument tout. C'est des gens qui vont avoir un planning et des listes pour tout, d'accord? Tout va être listé, planifié, organisé, parce que sinon, c'est normal de vous sentir un peu obsessionnel compulsif, hein, c'est normal. On l'est tous plus ou moins. Mais quand ça s'exprime trop, c'est là qu'on parle de trouble, d'accord? Parce que je vous disais, c'est de l'obsessionnel, c'est l'obsessionnel qui est inefficace, c'est-à-dire qu'il va tellement s'attacher aux détails qu'en fait, il ne va pas réussir à finir son travail. Un exemple, un trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive qui travaille sur un projet, son chef lui demande de travailler sur un projet, il a 2 mois pour le faire, il va commencer par le détail, avant de commencer par le plus important. Et il va passer un temps fou sur les détails, à perfectionner, à arranger des petites choses pour que tout soit parfait, parce que rien ne doit dépasser. Sauf qu'après les 2 mois, le projet n'est pas terminé, parce qu'il a tellement passé de temps sur les détails qu'il n'a pas pu terminer en fait à temps. Donc c'est l'obsessionnel, c'est le perfectionniste inefficace en fait. D'accord? Avec une grande dévotion. C'est pour ça qu'il y a noté perfectionnisme entravant. D'accord? C'est tellement important, ça prend tellement de place que finalement on n'est jamais à la hauteur de ce qu'on attendait de soi en fait. D'accord? Ils vont avoir une dévotion au travail très très importante évidemment. Ils vont être réticents à prendre des vacances, être réticents à s'absenter, être réticents à déléguer aussi, d'accord? Parce qu'on ne pourra jamais faire aussi bien que dans leur tête. Donc ils vont vouloir faire tout seuls, ils vont s'y épuiser du coup, et ils vont pas terminer à temps.
Donc très très scrupuleux, garde les objets usés, ça c'est un symptôme assez typique, avec toujours cette idée, que ça pourra servir à un moment donné, et que si on le jette, on pourrait se retrouver dans une situation où on en aurait besoin, et où on l'aurait pas, et où ce serait pas parfait du coup, parce qu'on en aurait besoin pour que ce soit parfait. Donc ils vont garder tout, d'accord ? Et alors avare et têtu, alors avare c'est dans le sens de c'est pareil, hein, ils vont vivre en dessous de leurs moyens avec cette idée en prévision d'une catastrophe qu'il faudrait gérer à la perfection, et il faudrait surtout pas se laisser déborder et dépasser par la catastrophe. Il vaut mieux mettre de côté, on sait jamais. Mais à tel point que finalement ils vont vraiment vivre en dessous de leurs moyens, hein, à force de mettre de côté, ils finissent, quand ils décèdent, ils finissent avec des fortunes colossales en fait, les obsessionnels compulsifs. Et têtus, toujours avec cette idée que on ne pourra pas faire mieux que ce qu'ils ont dans la tête, ils sont un peu bornés et ils vont un peu rigides, d'accord, avec ce fonctionnement très très rigide, très très organisationnel, il ne faut pas que ça dépasse, il faut faire comme je l'ai décidé moi, parce que sinon c'est trop angoissant. D'accord ? Il y en a beaucoup. Enfin, il y en a 2 à 7 à 8%. Alors, c'est des chiffres qui sont très variables parce que les études ne sont pas de très bonne qualité, donc on ne sait pas trop, mais 8% de la population, c'est quand même pas mal, hein. Alors après, on fonctionne plus ou moins bien quand on est obsessionnel. Un peu d'obsessionnalité, c'est pas mauvais. Au contraire, hein, c'est ce qui permet de faire les choses correctement. C'est quand ça devient trop que ça devient problématique. Voilà, donc là, c'est la diapo résumée, mais je pense qu'on a déjà tout dit. Je vous ai mis 2-3 personnalités, mais j'en ai parlé de quelques-unes du coup. En haut à gauche, vous savez qui c'est ou pas? C'est Mérine. Il était quoi, Mérine, d'après vous? Antisocial et peut-être narcissique aussi un peu, ouais. Ouais. Dr. Gregory House. Ouais, alors c'est une personnalité complexe. Ça, je l'avais mis, et puis après on en parlait avec des collègues, je me suis dit que c'était pas si simple que ça. Moi, je l'avais mis pour la schizoïdie. Parce qu'il est complètement inefficace en termes de relations sociales, et ça l'intéresse pas vraiment, d'ailleurs. Il manque beaucoup d'empathie dans la série, il envoie un peu tout le monde chier, y compris ses patients, et ça lui pose pas vraiment de problème. C'est difficile pour lui d'être intime avec les gens. Mais il n'est pas que ça. Je pense qu'il est un peu antisocial aussi, dans la façon qu'il a de gérer son service et de gérer ses patients. Et puis peut-être un peu narcissique aussi. Donc c'est une personnalité qui est un peu complexe. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple. Par contre, en haut à droite, je pense que c'est un exemple typique. Obsessionnel compulsif. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour se représenter qu'est-ce que c'est une personnalité obsessionnelle compulsive. Brie Van de Kamp de Desperate Housewives. Au milieu, je vous en ai parlé, Kim Kardashian. Histrionique narcissique, hein, je dirais, parce que histrionique narcissique, parce que pour arriver quand même là où elle est arrivée, il faut quand même aussi avoir, c'est la question de l'ego aussi, hein, pour diriger un empire entre guillemets comme elle le fait. En bas à gauche, on en parlera tout à l'heure, c'est les borderline, c'est l'exemple typique. Il y a plein de bouquins hyper intéressants sur Marilyn Monroe, notamment sur les échanges qu'elle avait avec son psychiatre les dernières années avant son décès, qui sont très très explicites sur son fonctionnement d'état limite, mais j'en parlerai tout à l'heure. Donald Trump, on l'a dit, antisocial narcissique, ouais. Et Phoebe Buffay, plutôt schizotypique, très excentrique, très bizarre. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe aux troubles de personnes? Ah non, pardon, j'ai oublié le traitement, excusez-moi, mais il n'y a pas grand-chose à vous dire de toute façon, hein. Pas de médicaments, ça marche pas. Ça marche pas, alors pour plusieurs raisons, parce que c'est un fonctionnement basal et qu'on ne peut pas changer le fonctionnement basal de quelqu'un en lui prescrivant des psychotropes. On en prescrit, mais pas pour traiter le trouble de personnalité, pour traiter les comorbidités. Quand ils se dépriment, quand ils sont très angoissés, quand ils ont des symptômes délirants transitoires, etc., on peut être amené à mettre des traitements, mais pas pour traiter la personnalité, parce que c'est pas possible, on peut pas traiter une personnalité avec des médicaments, d'accord ? C'est un peu antinomique. Ok, ce qui marche bien, c'est la psychothérapie. Parce que l'idée, en fait, est d'instiller de la souplesse. D'accord ? Je crois que vous l'avez compris, ce qui fait le trouble, c'est aussi la rigidité de fonctionnement. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de travailler avec eux sur ce qui dysfonctionne et de les aider à instaurer un peu de souplesse
dans leur fonctionnement pour qu'ils puissent s'adapter un petit peu plus à leur environnement en fait, et moins souffrir. Et donc ce qui marche le mieux là, pour le coup, c'est la psychothérapie. Alors après, il y a plein de psychothérapies différentes qui marchent, de plein d'orientations différentes. Les thérapies cognitivo-comportementales, elles ont montré leur efficacité, notamment chez les patients borderline. La psychanalyse marche aussi chez certains patients. Voilà, je crois qu'il ne faut pas être sectaire. Tant que ça marche, c'est bien. Mais c'est vraiment à la base du traitement. Et puis, voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Retenir que les données de la littérature sont pauvres, hein, c'est-à-dire qu'on commence à les connaître, les troubles de personnalité. Par contre, on ne les étudie pas beaucoup pour plusieurs raisons, parce qu'on les perd de vue, parce que c'est des troubles durables et que du coup c'est difficile de les suivre au long cours, parce que certains on les rencontre pas aussi, on les suit pas. Donc il n'y a pas beaucoup d'études et c'est pas forcément évident d'avoir des données un peu fiables sur les thérapies qui fonctionnent. Si ce n'est chez les patients borderline qui sont probablement les plus étudiés. Des questions avant qu'on passe à ce dernier trouble? Ouais. Ça peut, et c'est souvent des borderline aussi. Alors l'anorexie, ça peut être l'anorexie mentale, ça peut être une conséquence de plein de troubles de personnalité, des narcissiques, avec cette idée de l'image parfaite du corps et de ce qu'on peut s'imposer à soi pour être parfait. Les personnalités borderline peuvent aussi faire de l'anorexie mentale, il y en a beaucoup. Et les obsessionnels aussi, ça peut, dans une forme d'obsession, de contrôle de soi, de contrôle du corps. Alors, sans parler de personnalité obsessionnelle compulsive, il y a des traits obsessionnels marqués chez les patientes ou les patients anorexiques. Mais avec toujours cette question de la maîtrise, hein, maîtrise au contrôle de soi aussi, de son corps. D'autres questions ? Alors, il me reste quoi? Une demi-heure pour vous parler de ce trouble-là. Alors, si on l'a développé un peu plus, c'est parce que vous allez en rencontrer beaucoup de ces patients et surtout patientes, parce que en suivi, en prise en charge clinique, on rencontre plus de femmes que d'hommes. C'est un trouble de personnalité qui est complexe, qui n'est pas facile à définir, qui est difficile à traiter. Qui déclenche beaucoup d'émotions chez les soignants quand on les prend en charge. Et elles sont pas faciles. Et c'est pareil, je pense que si vous êtes passé par les urgences, vous avez dû en rencontrer beaucoup de ces patientes-là, notamment sur des passages à l'acte auto-agressifs, scarification, intoxication médicamenteuse volontaire, tentative de suicide, etc. Donc je pense que c'est important de vous en dire quelques mots, que vous puissiez vous représenter un peu à quoi ça correspond. Est-ce que vous savez un peu ce que c'est ou pas? Est-ce que vous avez des notions là-dessus ou pas trop? Il n'y a pas de mauvaise réponse, allez-y, hein, parce que c'est vraiment pas facile comme trouble. Ouais, ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Ouais, c'est un des critères d'ailleurs diagnostiques. Ouais. Ils sont très instables sur le plan émotionnel. Ouais. Beaucoup de mise en danger. Ouais. D'eux-mêmes. Surtout. D'autres choses? Pardon? Peur de l'abandon. Peur de l'abandon, et de l'isolement aussi, mais peur de l'abandon, ouais, surtout. Ouais. Est-ce que ça vous fait penser à d'autres choses? Borderline, pourquoi borderline? Pourquoi ce mot? Ouais, quelqu'un a des idées? Ils n'ont pas de limites, en tout cas les limites sont floues, ouais, et ils sont tout le temps sur le fil, à la limite en fait. On les appelle aussi l'état limite. On a pris l'image d'un funambule parce que je pense que c'est assez représentatif de ce trouble-là. C'est l'idée en fait qu'ils sont tout le temps à la limite de tout, dans un état qui est très très précaire et instable, et ils peuvent à tout moment en fait flancher, d'accord? Et l'image du funambule aussi parce que leur prise en charge est un peu à cette image-là aussi. C'est-à-dire qu'ils déclenchent un peu aussi ça chez le soignant, et quand on les prend en charge, on a toujours l'impression d'être sur le fil, en fait. Et que ça peut partir en vrille à tout moment. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'ils sont pas évidents à prendre en charge. Alors ça, la citation est en anglais,
j'aurais pu la traduire. Elle est pas mal aussi pour se représenter un peu que l'importance de ce trouble-là dans la pratique qu'on a en psychiatrie et pourquoi je voulais vous en parler un peu plus. Les patients borderline sont à la psychiatrie ce que la psychiatrie est à la médecine, un sujet de santé publique important, mais pas du tout reconnu, pas du tout traité, ni pas du tout financé. D'accord, avec une stigmatisé par les autres disciplines en fait, en dehors de la psychiatrie. D'accord. Voilà. Et donc, le terme de borderline, il dérive aussi des anciennes classifications, parce que les psychanalystes les appellent les états limites. Alors, toujours cette question, ils sont à la limite en fait entre la psychose et entre la névrose, et ils peuvent basculer entre l'un et l'autre tout le temps en fait. Et donc, ça a donné borderline dans les classifications anglo-saxonnes. Le DSM-4 et 5, ils le définissent comme ça. Mode général d'instabilité des relations interpersonnelles, de l'image de soi et des affects avec une impulsivité marquée. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est l'instabilité. D'accord ? Instabilité de tout, des relations, des émotions principalement, de l'image qu'elles ont d'eux-mêmes. Instabilité tout le temps et de tout. D'accord ? Alors, ça c'est les critères du DSM 4 et 5. Et je pense que vous en avez cité quelques-uns. Vous m'avez parlé des abandons, je ne sais plus qui, de l'instabilité des émotions, des comportements à risque, auto-agressifs. Je vous les ai remis classés, parce que lister, c'est pas forcément évident, et là, ça parle un peu plus. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cette question de l'instabilité. D'accord ? Ils sont dans des états émotionnels, violents, importants et instables. D'accord ? On dit qu'ils sont souvent écorchés vifs. D'accord ? Ils vont réagir à leur environnement de manière souvent émotionnelle, de manière disproportionnée, avec cette idée en fait qu'ils ont des difficultés pour comprendre et interpréter leurs émotions et les émotions des autres. Donc en fait, les émotions, de manière générale, vont les déborder. D'accord ? Alors, et surtout les émotions fortes, hein, la peur, l'angoisse, la peur, l'angoisse, oui, surtout ça, la peur, l'angoisse, les inquiétudes, la tristesse, toutes ces émotions-là un peu fortes qui vont prendre des proportions très 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 importantes. Il y a une idée qui régit un peu leur fonctionnement, qui est la crainte de l'abandon, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. D'accord ? Cette idée en fait qu'à tout moment, on pourrait les abandonner, on pourrait les quitter. Et donc cette peur va être tellement importante qu'ils vont en arriver parfois à générer de l'abandon dont ils avaient autant peur en fait, avec cette idée qu'il vaut mieux rejeter l'autre parce que l'autre va nous décevoir et l'autre va nous abandonner, donc il vaut mieux s'en détacher pour ne pas souffrir. Sauf que du coup, l'autre n'avait pas forcément prévu d'abandonner, mais le patient borderline va rejeter de crainte d'être abandonné et va se retrouver du coup, pour le coup, vraiment abandonné. Et c'est la crainte d'être abandonné, la crainte réelle, mais aussi la crainte imaginaire. Hein, d'accord ? Parfois, ils s'imaginent qu'on va les laisser tomber, ce qui n'est pas forcément le cas, et ils vont générer ça chez l'autre, en fait. Pour vous représenter un peu leur fonctionnement, ce qu'on dit, c'est qu'ils fonctionnent en noir et blanc, les borderline. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de gris. Les gens sont ou tout blanc ou tout noir. Le monde est ou tout blanc ou tout noir, sans aucune nuance. D'accord ? Et l'autre va aussi être ou tout blanc ou tout noir. Ça veut dire qu'ils vont alterner entre des positions d'idéalisation très très importantes de l'autre, y compris des soignants, du coup, et des positions de rejet massif. D'accord ? Avec l'idée que soit la relation est parfaite et idéale, soit ils sont rejetés et donc ils mettent à distance l'autre. Et il n'y a pas grand-chose entre les deux, il n'y a pas de nuance en fait. Donc ça va être très chaotique du coup, hein, puisqu'ils vont fonctionner comme ça dans leur relation familiale et personnelle. D'accord ? Et donc leur parcours va être émaillé de beaucoup d'instabilité, de rupture, etc. Leurs émotions, je vous ai dit, sont violentes, sont fortes, sont débordantes, ils n'arrivent pas à les comprendre, à les contrôler, donc il y aura beaucoup de colère, beaucoup d'irritabilité, beaucoup d'instabilité, on l'a dit. D'accord ? Il y a une crainte aussi importante qui est très présente, c'est la crainte du vide. C'est des patients qui vont vous dire qu'ils se sentent vides à l'intérieur,
comme s'ils ressentaient rien, comme si ils ne vivaient rien en fait, et que le monde autour d'eux n'arrivait pas à les remplir, à les satisfaire. Dans les moments de stress, dans les moments d'angoisse ou dans les moments où ils vont se sentir rejetés, abandonnés, ils vont être donc débordés par leurs émotions, et notamment des émotions donc fortes, tristesse, peur, etc., idée d'incapacité, de perte totale, etc. Et ils vont pouvoir avoir des gestes auto-agressifs ou suicidaires. Alors, je fais la distinction entre les deux parce que c'est pas toujours pareil, d'accord ? Les patients borderline, parfois, ils se font du mal, pas pour mourir, mais aussi pour décharger le trop-plein d'émotions qu'ils n'arrivent pas à gérer, en fait. Parce que, notamment les scarifications, ça peut avoir un effet à court terme d'anxiolyse, en fait, avec cette idée que quand on se fait du mal, quand on se taille, quand on voit le sang couler, on se centre sur la douleur et sur le sang qui coule, et du coup, ça permet de canaliser, en fait, les émotions débordantes qu'ils n'arrivent pas à gérer autrement. D'accord ? Alors, c'est des solutions qui sont à court terme, hein, parce qu'à long terme, ça ne marche pas. Et puis parfois des vrais effondrements dépressifs aussi, avec des vraies tentatives de suicide pour le coup. Hein. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais vous les verrez beaucoup aux urgences arriver dans ce contexte-là, en fait, après un geste suicidaire, après une situation de crise ou pendant une situation de crise, d'accord, avec vraiment des émotions qui les débordent et qu'ils n'arrivent plus à gérer. Et donc, ce qui fait crise, souvent, c'est la crainte d'être abandonné ou un abandon réel, d'accord. Donc le copain ou la copine qui en peut plus, qui se barre, vous êtes sûr que ça va déclencher un stress et une crise, d'accord ? Est-ce que ça vous parle un peu plus ou pas ? Oui. On ne peut pas poser un diagnostic avant 18 ans, et donc même si ça c'est en théorie, parce qu'en pratique les aménagements de personnalité se construisent pendant l'adolescence et que du coup on peut repérer des choses. Mais c'est une très bonne question. À l'adolescence, il peut y avoir des choses comme ça, sans forcément que la personne devienne ensuite développe un trouble de la personnalité borderline, d'accord ? L'adolescence, c'est un moment charnière, compliqué. Il y a plein de choses qui changent dans le vécu qu'on a, dans l'interprétation qu'on fait des choses qui nous entourent. Et c'est une période qui est très instable. Et donc, il peut y avoir des comportements de cet ordre-là, sans forcément que derrière, on développe un trouble de la personnalité. D'accord ? Il y a beaucoup d'adolescents qui présentent des choses comme ça, hein, le sentiment de vide, la crainte d'abandon, parfois même les automutilations, ça arrive. Et c'est pas forcément des gens qui évolueront vers ça ensuite, hein, d'accord ? Toujours cette idée que on peut pas parler de trouble de personnalité tant que la personnalité elle est pas fixée, et elle se fixe après l'adolescence. Donc avant on peut pas en parler. Même si parfois dans le fonctionnement, on peut suspecter que la personne va évoluer, peut évoluer comme ça. On peut pas poser le diagnostic à ce moment-là, en tout cas. D'autres questions ou d'autres interrogations ? Alors, si on vous en parle, c'est parce que c'est un trouble fréquent. 2 à 6% de la population générale, donc c'est quand même pas rien. Quand on compare tout à l'heure à ce que je vous disais, au 1% et quelques de la schizophrénie, vous allez en rencontrer beaucoup. Le sexe ratio, il est de 50-50, il y a autant d'hommes que de femmes, sauf que les femmes ont plus souvent recours aux services de soins. On ne sait pas trop pourquoi. Notre hypothèse, là où on travaille, c'est que c'est parce que les hommes ils sont en prison. Parce que il y a des co-occurrences importantes entre les troubles de personnalité antisociale et borderline chez les hommes, et que comme ils transgressent et qu'il y a beaucoup de passages à l'acte hétéro-agressifs aussi chez les hommes, ils finissent en prison, et nous on les suit en prison, on en a énormément en prison, mais dehors, suivis par le secteur, on n'en voit pas beaucoup en fait, des hommes. Le principal risque, c'est le suicide. C'est des patients qui ont un risque de suicide qui, je crois, est 10 fois supérieur à celui de la population générale. D'accord ? Donc c'est le principal risque, et il faut en parler parce que l'évolution, elle est bonne. Il y a une rémission de 99% à 16 ans. Alors, c'est pas à l'âge de 16 ans, hein, c'est à 16 ans d'évolution. Donc, c'est entre 18 ans plus 16 ans. D'accord ? Mais à condition qu'il ne soit pas mort avant. Parce que c'est vraiment le principal risque, c'est qu'il décède avant d'aller mieux. D'accord ? Et c'est important parce que la majorité des troubles de personnalité évoluent pas bien.
sont plutôt stables dans le temps ou parfois même s'aggravent pour certains, celui-là s'améliore avec le temps. Et donc c'est important aussi quand on rencontre ces patients-là, parce que c'est un message d'espoir aussi pour ces patients-là, de pouvoir leur envoyer que ça va aller mieux en fait, à condition qu'ils ne meurent pas. Et alors la guérison, on la considère en regardant les symptômes principaux et leur présence. Quand les symptômes principaux se sont bien amendés, on peut parler de guérison, et c'est à 60% à 16 ans, donc c'est quand même pas mal aussi. Et c'est un trouble qui coûte cher. C'est un vrai enjeu de santé publique parce qu'ils sont très très consommateurs des services de soins, notamment des services des urgences. Voilà. Donc les prendre en charge, ça coûte très très cher. Donc c'est un sujet d'actualité. Là, c'est une courbe vite fait avec tous les symptômes, tous les critères principaux de diagnostic du DSM. Et vous voyez la diminution au fil de l'évolution. Donc tous les symptômes s'amendent progressivement. Et ce qui baisse le plus, c'est plutôt l'impulsivité et les comportements auto-agressifs et suicidaires. Donc c'est plutôt pas mal en fait. Le reste, ça s'améliore, ça s'assouplit aussi, mais dans une moindre mesure. C'est un trouble de la personnalité important parce qu'il y a beaucoup de comorbidités psychiatriques. C'est des patients qui sont plus à risque de développer tous les autres troubles psychiatriques. D'accord ? Ils font plus de troubles de l'humeur, plus de dépression que la population générale. Ils abusent de substances assez fréquemment, avec toujours cette idée de s'anxioliser et de diminuer la charge émotionnelle qui est trop forte, qui est trop instable et qui est trop ingérable. Ils ont beaucoup de troubles anxieux, ils développent des troubles du comportement alimentaire, on en parlait tout à l'heure, et ils ont aussi souvent associé d'autres troubles de la personnalité. Je vous parlais des antisociaux, il y a aussi les histrioniques qui s'associent souvent avec le trouble de personnalité borderline. Et ils ont aussi beaucoup de comorbidités somatiques parce que les patients ont une image d'eux-mêmes assez dévalorisée, assez abîmée. Ils ne s'occupent pas beaucoup d'eux, ils se maltraitent beaucoup. Et donc ils développent aussi des complications somatiques. Et puis ils font beaucoup de gestes suicidaires aussi ou équivalents suicidaires. Et donc ils s'abîment le corps énormément. Donc on les voit aussi beaucoup en service de soins somatiques. Alors il y a plusieurs étiologies, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Il y a plein de choses qui ont été étudiées sur la question de la part de génétique, de la part environnementale, de la part de développement neurologique et neurocognitif, etc. C'est compliqué, c'est pas forcément très très intéressant. Peut-être que ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'environnement de ces patients-là, et ce qu'on retrouve de manière très très fréquente, c'est un environnement dans l'enfance et l'adolescence pas sécurisant, en fait. Alors, soit des figures parentales pas sécurisantes, des familles trop rigides, dans lesquelles on refuse aux enfants d'exprimer leurs émotions, tais-toi et souris, ne pleure pas, dans la famille on est fort, on se laisse pas faire, etc. Des choses comme ça. Ou des familles, on va dire, un peu abandonniques, des parents, pas forcément maltraitants, mais des parents qui s'occupent pas beaucoup de leurs enfants, qui les laissent beaucoup seuls. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des micro-traumatismes répétés. Et puis on retrouve aussi chez ces patients-là des traumatismes uniques ou multiples, on va dire des gros traumatismes. Traumatismes, donc sévices, abus sexuels, physiques, maltraitance, violence verbale régulière, etc. Donc vraiment, alors c'est pas systématique, on retrouve pas ça chez tous les patients borderline, mais chez beaucoup quand même. Donc vraiment avec cette idée que peut-être que l'environnement précoce, l'environnement dans l'enfance et dans l'adolescence jouerait un rôle dans le développement ensuite de cette personnalité-là. Et puis après, il y a des hypothèses plus branchées, neurocognitives, parce qu'on retrouve chez ces patients-là un déficit en sérotonine. En fait, ils expriment un peu plus de sérotonine. Alors, si je me rappelle bien, ils expriment un peu plus de sérotonine dans le lobe frontal et un peu moins dans le système limbique. Alors, je disais tout à l'heure, le lobe frontal, c'est le lobe qui gère la planification. Et donc c'est ce qui expliquerait pourquoi ils sont un peu impulsifs, parce qu'ils ont du mal à planifier, en fait ils n'arrivent pas à planifier. Et le système limbique, c'est le système qui gère les émotions, et alors là par contre ils sont complètement débordés d'émotions, ils n'arrivent pas à comprendre et à interpréter leurs émotions et celles des autres.
alors je vous disais, c'est des personnalités qui sont très très difficiles à prendre en charge parce qu'elles déclenchent beaucoup de choses, d'émotions aussi chez les soignants, d'accord? Parce que, comme je vous disais, elles vont avoir tendance à idéaliser beaucoup les autres, y compris les soignants qui s'occupent d'elles, et puis tout d'un coup, quand elles se sentent rejetées, abandonnées, à rejeter elles-mêmes, en fait. Et donc on va basculer comme ça entre des états d'idéalisation et de rejet sans comprendre trop qu'est-ce qui se passe. C'est des patients qu'on va trouver extrêmement attachants, mais extrêmement chiants aussi à prendre en charge. Et donc c'est des patients qui typiquement vont déclencher des réactions fortes dans les équipes avec moi je la trouve géniale et je l'adore, non tu racontes n'importe quoi, moi je la trouve insupportable, elle m'insupporte, elle fait n'importe quoi, voilà, vraiment des choses très très fortes dans les équipes. Et donc c'est pour ça aussi ils sont pas faciles à prendre en charge. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous parle un peu? Est-ce que vous en avez rencontré? Jamais? C'est pas évident hein, comme diagnostic. Pendant longtemps, ils étaient diagnostiqués bipolaires, avec cette idée que comme ils ont une humeur qui est très très fluctuante, qui est très changeante, qui est très labile, et qui passe dans des états de dépression ou équivalent à des états un peu d'excitation, d'agitation de manière très rapide, on les diagnostiquait bipolaires en fait. Et donc il y a plein de patients même, qui sont suivis de longue date par la psychiatrie avec ce diagnostic-là de trouble bipolaire et qui sont en fait plutôt borderline. Et il y en a beaucoup dans le milieu du spectacle et dans le milieu de la scène, en fait, énormément. Je vous ai parlé de Marilyn Monroe tout à l'heure, qui était un exemple assez typique. Je vous invite vraiment à aller lire un peu, parce que c'est très très représentatif du trouble-là. Mais il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a plein de psychothérapeutes qui se sont intéressés à ce trouble-là. Et si je vous en parle, c'est parce que pour le coup, là, il y a des études qui ont été faites et il y a des manières de les traiter qui marchent et qui fonctionnent bien. Et notamment, peut-être celle qui est la plus connue, c'est la thérapie dialectique et comportementale de Marsha Linehan, qui est une psychothérapeute américaine, elle-même borderline, et qui a mis en place en fait cette thérapie pour traiter ces patients-là, et avec une efficacité qui a été démontrée, hein, qui a été étudiée, et ça marche. Et c'est pas rien parce que des pathologies psychiatriques qui répondent à la psychothérapie avec des études solides qui montrent que ça marche, il n'y en a pas non plus des masses. Et c'est le seul trouble de personnalité pour lequel il y a eu des études en fait. Il y a plein de thérapies différentes, je vous l'ai dit, il y en a plein qui marchent. Ce qu'il faut retenir, c'est les points communs des thérapies et c'est ce qui fait qu'elles marchent en fait. C'est ce qui fait qu'elles marchent. Le travail en équipe, le fait d'être supervisé parce que c'est des patients qui ne sont pas faciles à prendre en charge et que du coup il faut avoir un regard un peu extérieur à soi parce que sinon on ne sait plus trop ce qu'on fait et on peut vite être pris dans des enjeux relationnels importants avec ces patients-là, et donc c'est important d'avoir un regard extérieur, de travailler à plusieurs parce que c'est des patients qui épuisent les équipes parce qu'ils sont très instables, comme je vous disais, et puis d'avoir avec eux une communication qu'on dit réciproque et irrévérencieuse, c'est-à-dire avec l'idée qu'on se met un peu d'égal à égal et qu'on leur parle sans les prendre de haut avec notre position de soignant, de sachant, et eux leur position de patient à qui on doit apprendre des choses. Avec vraiment cette idée de se mettre de se mettre au même niveau qu'eux et de discuter avec eux de manière un peu chaleureuse, un peu irrévérencieuse. Avec cette idée qu'on peut travailler beaucoup de choses avec ces patients-là à condition de s'y prendre un peu correctement en fait. Ça, je vais vous le passer parce que c'est franchement pas très intéressant et un peu, enfin, c'est très poussé. Par contre, je voulais quand même vous parler un peu du traitement vite fait. Comme tous les troubles de la personnalité, les traitements médicamenteux, ça ne marche pas, d'accord, ou très peu. Et vous verrez. Et c'est important, vous le verrez, parce que c'est des patients qui sont polytraités. C'est des patients, quand on les voit arriver aux urgences et qu'on regarde leur ordonnance, ils ont 6, 7, 8 médicaments différents en fait. Je pense que c'est à l'image de l'impuissance qui déclenche chez les soignants
avec l'idée que quand on ne sait plus quoi faire à un moment donné, on met des médicaments parce qu'on ne sait plus quoi faire en fait. Mais ça ne marche pas bien. On les emploie, les traitements, quand il faut traiter les comorbidités, parce que parfois ils font des dépressions, parfois ils ont des troubles de l'humeur associés, des troubles anxieux associés, donc on peut traiter les troubles comorbides, mais le trouble de personnalité, ce qui marche, c'est la psychothérapie. Bon, ça, on s'en fout, c'est pas très important non plus. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, donc ils sont très très consommateurs de soins. Vous voyez la polymédication, 65% des patients sont sous polymédication, alors que uniquement un tiers des patients sont sous psychothérapie au long cours, et 60% d'entre eux seront hospitalisés au moins deux fois ou plus dans leur vie. Donc quand je vous dis que c'est un problème de santé publique important, c'est pas rien. C'est pas rien. Voilà, donc si j'ai pris un peu plus de temps pour vous parler de cela, c'est parce que c'est une pathologie qui est grave, parce qu'il y a un risque suicidaire important, réel. C'est une pathologie qui est fréquente et c'est une pathologie qui est difficile à prendre en charge. D'accord ? Et que vous allez rencontrer, que vous verrez aux urgences, dans les services de soins, même si vous ne faites pas de la psychiatrie après, avec des suivis chaotiques et bon, un risque de suicide, comme je vous disais. Et donc, c'est des patientes qu'il faut... Il faut tenir. Il faut tenir parce que ça peut aller mieux. Voilà, ça peut aller mieux. Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est pas simple, hein, ça. Ou des questions sur le reste du cours, hein, sur les autres troubles, ou des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne. Ok, ben j'en ai terminé du coup. Vous prenez sur clé, vous.